Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aborder l'étude des techniques de camouflage utilisées par les gestionnaires croissancistes pour masquer aux yeux du grand public, c'est-à-dire à nos yeux, à nous, citoyens ordinaires, pour masquer la réalité du déficit inéluctable de leur mode de production, nous devons tout d'abord répondre à la question: n'y aurait-il pas quand même un moyen de réduire ce fameux déficit ? Eh bien, il nous faut malheureusement oublier ce rêve, car nous avons bien vu, tout au long des chroniques précédentes, que la cause première de ce déficit, c'était la diminution régulière et inexorable du stock de ressources naturelles finies, les RNF, et que ce déficit ne pourrait donc se réduire que si, uniquement si, l'espèce humaine trouvait un moyen de fabriquer elle-même des ressources naturelles finies pour reconstituer ce stock. En plus, il nous faut préciser que cette éventualité serait particulièrement improbable et parce qu'elle devrait s'accompagner d'un TRE, taux de retour énergétique, au sens élargi à la matière, nous l'avons vu, donc TREM, d'un TREM obligatoirement supérieur à 1, toujours supérieur à 1, c'est-à-dire que la production d'une quantité, par exemple Q1 de RNF, devrait pouvoir s'effectuer en utilisant une quantité Q2 de RNF telle que Q2 soit inférieur à Q1. Il va de soi que cette dernière condition rend encore plus improbable l'hypothèse que nous avons suggérée. Une autre possibilité serait que nous parvenions à fabriquer de la matière avec de l'énergie, mais toujours avec un TRE, un taux de retour énergétique final, énergie-matière, supérieur à 1. Une ultime possibilité, enfin, serait que la Terre échange de la matière avec le reste de l'univers, ou que des extraterrestres viennent bénévolement nous ravitailler en nouveaux combustibles et nouveaux minerais. Alors nous voyons bien que la réalisation de tout ou partie de ces conditions est hautement improbable et que par voie de conséquence, le problème de la réduction du déficit physique reste sans solution aucune. Alors, afin d'être complètement exhaustif sur ce point, nous préciserons que seul un mode de production n'utilisant au titre de l'énergie que de l'énergie solaire et au titre de la matière, uniquement de la matière naturellement renouvelable, la biomasse, dans la limite toutefois de son taux annuel de renouvellement, seul ce mode de production aurait une petite chance de conduire un mode de production susceptible de dégager des excédents de gestion réellement durables. Alors après avoir écarté ces hypothèses d'école, ces hypothèses en forme de rêve éveillé, nous devons donc revenir à la réalité et considérer une bonne fois pour toutes que le processus économique basé sur la prédation des RNF, des ressources naturelles finies, est structurellement déficitaire. Cette évidence, elle est certainement pressentie par les gestionnaires de la société industrielle croissanciste au fond d'eux-mêmes, mais sans doute sans aller jusqu'à la conscientiser au quotidien. Alors, ceci étant posé, nous poursuivrons notre raisonnement en rappelant une loi fondamentale et peu contestable de la gestion d'entreprise. Cette loi, cette règle, elle indique qu'il est souvent possible de cacher au regard extérieur une situation déficitaire à l'aide de certains artifices de présentation, nous en avons parlé, mais que ce déficit se manifeste toujours de façon extrêmement concrète à l'intérieur de l'entreprise par un défaut de trésorerie ou, pour parler encore plus clair, par un manque de liquidité pour payer les dettes contractées auprès des tiers, c'est-à-dire principalement les fournisseurs et les employés. Il existe alors
deux parades classiques à cette situation. Premièrement, l'augmentation du capital et deuxièmement, le recours à l'emprunt. La première parade permet de faire rentrer de l'argent frais en contractant une dette non remboursable vis-à-vis de créanciers d'un type particulier, les associés actionnaires. Il est à noter que cette solution, si elle règle les problèmes de trésorerie, cette solution, elle n'a aucun effet sur le comblement du déficit, puisque en termes purement comptables et en termes de bilan, le mouvement d'un compte d'actifs de classe 5 trésorerie est compensé par le mouvement identique d'un compte de passif de classe 1 capital. Appliquée à la société industrielle, cette opération ne semble guère possible puisque l'associé nature dont nous avons déjà parlé, l'associé dame nature, même à supposer qu'elle le désire, qu'elle le souhaite, l'associé dame nature ne pourrait pas apporter ce qu'elle n'a plus, les ressources naturelles finies, parce qu'elle les a déjà apportées. Paraphrasant ainsi le vieil adage populaire, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Reste alors la deuxième opération qui consiste à emprunter de l'argent à un organisme tiers. Mais cette deuxième solution, en réalité, n'en est pas une non plus, car elle ne règle pas le problème du déficit. Par contre, elle crée cette fois une dette remboursable et non pas une dette non remboursable, au contraire de la première option, l'appel à l'actionnaire. Cette dette remboursable est généralement contractée auprès d'un organisme prêteur, ce qui, d'un certain point de vue, est nettement moins intéressant. Mais l'écriture comptable, parfaitement équilibrée, que vous voyez ici, montre bien qu'un emprunt n'a pas d'incidence sur la création d'un éventuel bénéfice au moment de la réalisation notamment du prêt. Car la société emprunteuse va utiliser tout ou partie de cet argent pour solder ses dettes auprès des tiers, des fournisseurs, des salariés. L'écriture que vous voyez apparaître ici montre bien qu'à ce stade d'utilisation de la somme empruntée, il n'y a pas non plus de création de bénéfices, ni d'ailleurs création de déficit, il faut bien le dire. Par contre, nous constatons que la somme à rembourser reste la même, 1 million dans cet exemple, alors que la disponibilité en trésorerie a diminué, 500 000 dans cet exemple, ce qui hypothèque d'autant les possibilités de remboursement. Dès lors, la société peut être tentée de faire appel à un second emprunt pour pouvoir rembourser le premier, ce qui l'entraîne dans le fameux système de cavalerie dont nous avons déjà parlé et dont nous reparlerons d'un point de vue plus général. La petite illustration comptable que vous voyez apparaître ici montre bien qu'il ne faut pas confondre ce que font souvent un certain nombre de gens, qu'il ne faut pas confondre déficit et dette, tout au moins en tant que relation réversible, car si le déficit crée toujours de la dette, elle, ne crée pas toujours de déficit. Cette confusion entre dette et déficit, dans l'esprit commun, eh bien, elle est soigneusement entretenue par l'oligarchie au pouvoir, car elle permet de faire croire que chaque fois que cette oligarchie parvient à réduire la dette, elle réduit par là même le déficit, ce qui est faux. Dès le début des années 1970, qui, comme nous l'avons déjà dit, sont celles de la prise de conscience par les gestionnaires de la société industrielle croissanciste, de la durabilité de leur déficit structurel et de la nécessité de faire un apport en trésorerie pour pouvoir couvrir les échéances, fournisseurs et rémunération. Eh bien, la nécessité apparut pour eux de prendre
certaines décisions. Certaines décisions. À cette époque-là, la monnaie de la plupart des pays développés était basée sur l'étalon or, ou sur le dollar lui-même basé sur l'or. Or, ce système, s'il était respecté à la lettre, ne permettait pas de créer suffisamment de monnaie pour réaliser les apports en trésorerie nécessaires à la société industrielle croissanciste. Dans le cadre de la gestion de son déficit inéluctable. Autrement dit, les gestionnaires, ces gestionnaires, ne pouvaient emprunter nulle part l'argent dont ils avaient besoin. La question posée était donc simple. Il fallait trouver un moyen de créer de la monnaie en se passant de sa convertibilité en métal précieux. Eh bien, cette difficulté, elle fut définitivement contournée et entérinée par l'abandon de l'étalon or par le président américain Richard Nixon en 1971, suivi en France par la loi de 1973, confiant le pouvoir exclusif de la création monétaire aux banques privées. Le raisonnement qui fut suivi à cette époque par les gestionnaires de la société industrielle croissanciste, eh bien, il reste toujours valable aujourd'hui. Et ce raisonnement, il tient en peu de mots. À partir du moment où il est patent que la quantité de monnaie basée sur une contrepartie en biens intermédiaires, l'or par exemple, à partir du moment où il est patent que cette quantité n'est pas suffisante pour répondre aux demandes de prêts des États gestionnaires de la société industrielle croissanciste, il faut mettre en place un nouveau système, il a fallu mettre en place un nouveau système permettant de créer de la monnaie de façon illimitée et sans avoir besoin de se référer à une quantité donnée de biens matériels, biens intermédiaires. Ce nouveau système illimité se concrétisa par la liberté donnée aux banques privées de créer de la monnaie ex nihilo, c'est-à-dire ex nihilo, à partir de rien. Cette version modernisée, en quelque sorte, de la fameuse planche à billets, allait permettre ainsi de payer les acteurs économiques en monnaie de singe ou en fausse monnaie, selon le terme que vous préférez. Une question se pose alors aux profanes des questions monétaires. Mais comment peut-on créer de la monnaie à partir de rien ? La réponse, en réalité, elle est fort simple. Par la magie du clavier informatique. Alors, voyons dans le détail comment nos gestionnaires opèrent. Supposons que l'ensemble des administrations publiques, nous allons prendre cet exemple, que l'ensemble des administrations publiques françaises encaissent, par l'intermédiaire des prélèvements obligatoires, 1230 milliards d'euros, mais que ces dépenses s'élèvent à 1300 milliards d'euros. Ce sont des chiffres réels, ceux de l'année 2017. Ces 1230 milliards d'euros de recettes représentent le budget de l'État central, celui des collectivités territoriales, ainsi que celui de l'ensemble des organismes sociaux dont les cotisations sont rendues obligatoires par la loi, ce qui de fait les présente comme ayant une caractéristique générique d'impôt, au sens littéral du terme. Prélèvements obligatoires, ce sont ni plus ni moins des impôts. Eh bien, cet ensemble, qui représente lui-même un sous-ensemble particulièrement représentatif du grand ensemble des gestionnaires de la société industrielle croissanciste, cet sous-ensemble, se trouve donc confronté, dans notre exemple, à un déficit d'exploitation de 70 milliards d'euros, de nature comparable au déficit d'un ménage qui aurait dépensé plus qu'il n'aurait gagné sur une période donnée. Alors, une bonne et saine gestion imposerait que, dans ce cas de figure, le déficit de l'exercice en cours
soit compensés par des bénéfices réalisés au cours des exercices antérieurs et ayant été mis en réserve notamment pour pallier à ce type de situation putative. Mais dans le cas où ces réserves de précaution n'existeraient pas, que peut-on faire? Alors en premier lieu, il faut bien avoir à l'esprit que ce déficit comptable, 1300 milliards moins 1230 milliards égale 70 milliards, illustre en réalité l'incapacité des gestionnaires à payer des charges qui sont, elles, bien réelles, notamment les dépenses de personnel, dont la totalité s'élève à 533 milliards d'euros, les dépenses de fonctionnement, dont la totalité s'élève à 182 milliards d'euros, ou les intérêts de la dette antérieure de l'État, qui s'élève à 60 milliards d'euros. Tous ces chiffres sont des chiffres, bien entendu, avant Covid. Pour masquer ce problème, les gestionnaires étatiques ont donc trouvé une solution. Le clavier informatique de la banque privée. Celui-ci, en s'agitant d'une touche à l'autre, va inscrire dans les comptes de la banque considérée le montant d'un prêt à l'État en actif, montant que lui, État, va inscrire dans ses comptes en passif. Alors, il est bien évident que dans un cas comme dans l'autre, ce simple jeu d'écriture, ce n'est qu'un simple jeu d'écriture, ce simple jeu d'écriture est équilibré, comme nous l'avons vu plus haut sur les petits exemples chiffrés. Il est équilibré par l'imputation d'un compte dans la colonne opposée de la partie double. Mais l'observateur avisé, par exemple, le citoyen éclairé, cet observateur avisé, lui, aura bien compris que ce tour de passe-passe ne règle en rien le problème du déficit et qu'il ne fait que permettre de payer des sommes monétaires qui ne pourraient pas l'être sans cet artifice. L'ennui de ce dispositif, c'est qu'il arrivera forcément un moment où il faudra bien rembourser cette dette colossale, 2300 milliards d'euros pour la France, soit l'équivalent du PIB d'une année. Dette colossale qui, jusqu'à présent, n'a eu comme seul effet que de masquer, mais simplement de masquer le déficit comptable de l'administration publique. Et c'est là que se situe le principal problème à résoudre par l'oligocratie gestionnaire croissanciste. Mais en réalité, et au final, à résoudre par le citoyen ordinaire, comme vous et moi. Citoyen ordinaire qui ne va pas tarder à en ressentir les effets toxiques. Car au-delà des effets négatifs et déjà visibles de cette nouvelle création monétaire, les risques futurs mais à très court terme, qu'elle fait courir à l'humanité sont immenses. Et c'est toutes ces incidences actuelles et à venir dont je vous parlerai dans ma prochaine chronique.